Salut à tous les amis, c'est Loïc. Je vous souhaite une excellente année, le meilleur pour vous et vos familles. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amis. Évidemment, on s'abonne et on met la petite cloche. C'est important la petite cloche, sinon on ne sera pas prévenu de toutes les vidéos. Allez, bisous. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Bienvenue dans Poker Débat, votre émission de poker et de débat en cette nouvelle année déjà. Eh bien, on vous souhaite le meilleur à vous, le meilleur à vos familles, le meilleur sur les tables. De toute façon, ça risque pas d'être bien pire que 2020, donc on va juste souhaiter de s'aimer et de partager. Et le partage, évidemment, dans cette émission, c'est normal, c'est avec de très beaux castings. Et aujourd'hui, je reçois le meilleur du Twitch. Alors, vous en avez déjà vu quelques-uns, vous avez vu Chance passer, Romain, Yo, il y en a plein d'autres, mais on a sélectionné de très belles pépites. Et on commence tout de suite avec un homme blanc, un homme très très blanc, mais un homme très très beau, c'est monsieur Matt the Stars. Comment ça va, l'ami? Salut les gars, salut à tous. Vous l'avez déjà vu, regardez, il n'y a plus les guirlandes derrière, mais ça reste un homme brillant. C'est monsieur Juanito. Salut à tous et bonne année. Oh, tu fais ça bien. À côté, un petit nouveau, il est beau, le crâne est lisse, la barbe est bien faite, c'est monsieur Cortex. Salut à tous, bonne année à tous, mes meilleurs vœux pour cette année 2021. À côté, vous le connaissez peut-être aussi, un petit nouveau, c'est monsieur Capadoc. Salut à tous et bonne année à tous aussi. Belles lunettes, petite barbe saillante, on sent un professionnel, monsieur Blanco Damit. Eh ben écoutez, salut à tous, je vais pas être original, bonne année à tous, que des bonnes choses, voilà. Et monsieur Blanco Damit qui a un très beau talent, un talent qui me plaît beaucoup et je vais le laisser lui-même présenter la plus belle des plus belles. Blanco, à toi la parole pour conclure cette présentation. Eh bien écoutez, elle est belle, elle est sympa, elle est souriante, c'est évidemment, vous la connaissez, elle est là toutes les semaines, notre Flo national. Comment ça va Florence? Coucou, salut à tous. Oh, t'es bon, mon Blanco. Ah, les amis, je suis heureux, je suis très heureux, évidemment, de tous vous recevoir. Aujourd'hui, on va parler de Twitch. Twitch, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'était un sujet par-ci, par-là, sauf que, évidemment, ça prend de plus en plus de proportions. Vous avez tous vos chaînes respectives. D'ailleurs, évidemment, vous retrouvez toutes les informations sous la vidéo, là, juste là. Voilà, vous pouvez aller vous abonner à leur chaîne, aller les suivre sur Twitch. Et on va parler justement de ce média qui a tout simplement cartonné en 2020. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Ça a été des énormes audiences. Évidemment, on était tous enfermés. Tant qu'à faire, valait mieux regarder ça. De toute façon, on avait fini Netflix et Pornhub. Donc, on s'est intéressé à venir tous vous voir. Et on va attaquer tout de suite ce poker débat par le premier débat. Twitch Poker, le Twitch Poker, est-il avant tout du coaching gratuit en direct? Pour commencer, un petit habitué de l'émission, c'est lui qui ouvre le bal. Juanito, ton avis? Alors, pour moi, ce qui me posait problème dans ta question, c'est le avant tout. Pour moi, Twitch, comme YouTube, comme les vidéos, c'est avant tout du divertissement. Peu importe la forme, que ce soit du grind, que ce soit de la review de session, etc. Pour moi, ça reste pour la plupart des gens, en tout cas, du divertissement. Mais en tout cas, c'est un premier pas dans le travail parce qu'on a des très bons grinders qui Twitch, qui donnent leur seeking process, etc. C'est du contenu gratuit, donc disponible pour tout le monde. Mais le format coaching, pour moi, c'est... Enfin, oui, parce qu'on a des seeking process, comme je disais, mais c'est tellement peu condensé. Pour travailler, en tout cas, il y a d'autres formats beaucoup plus intéressants, beaucoup plus efficients, peut-être un peu plus chers aussi. Mais ça me semble pas être une super idée d'utiliser Twitch, en tout cas, comme support de travail. Blanco. Écoute, moi je rejoins un peu Juanito sur ce qu'il a dit. Je trouve que c'est assez juste de dire que avant tout on est là pour s'amuser, etc. Donc ça va être du divertissement. Et je dirais dire que c'est du coaching, c'est un peu excessif parce que certes, après je parle pour moi personnellement, mais je vais expliquer comment jouer certains coups ou quoi. Mais évidemment, dans un aspect plus sérieux et plus reculé, le coaching, ça va être vraiment un suivi. Et on va essayer d'aller en profondeur dans les spots, etc. et expliquer bien les concepts. Alors que Twitch, au final, on va survoler
des concepts pendant qu'on joue et ça va s'arrêter là. Et après, évidemment, c'est gratuit, donc il y aura quand même des informations à prendre pour les gens qui regardent, mais de là à dire que c'est du coaching gratuit, peut-être un peu trop excessif, je pense. Ok. Mathieu? Mes deux prédécesseurs, ils ont bien expliqué la chose. Je rajouterais juste que, en gros, streamer et donner son thinking process ou même ça dépend de quelle personne, quel streamer en fait le fait. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont avoir l'expérience en fait de savoir ne pas trop en dire. Donc du coup, et d'autres qui vont être beaucoup trop pédagogues parce qu'en fait, ils sont pas trop habitués, ils vont vraiment eux-mêmes font déjà du coaching à l'extérieur et vont vraiment expliquer leur raisonnement vraiment comme s'ils avaient un élève en face d'eux. Donc du coup, qui vont donner quand même autant d'informations que s'ils avaient une seule personne, mais ils en ont 60 devant eux. Alors que une autre personne qui a un peu plus d'expérience sera aller autour sans aller trop dans le fond en fait. Et moi, dans mon point de vue à moi, quand je stream, j'en dis pas trop, alors qu'une personne qui aura pas trop l'habitude et qui sera par exemple meilleure que moi, par exemple, elle va aller trop dans le détail. Donc du coup, pour moi, ça peut être oui et non, dans le sens où ça dépend qui. Parce que, par exemple, je prends l'exemple de Mika qui a un excellent niveau. Il va peut-être aller trop dans le fond, il va donner beaucoup trop d'informations qui sont déjà beaucoup trop pour un stream. Pour certaines personnes vont pas être d'accord, vont même un peu vers que certains streamers en donnent trop, d'autres en donnent pas assez, et d'autres tournent autour du pot. Donc du coup, faut trouver un certain équilibre. Ça dépend ça dépend pour moi quelle personne se place devant la cam et quelle est cette personne quoi. Parce que pour ma part, j'en dis pas trop, certains en disent trop. Donc pour moi, certains, c'est du coaching parce qu'ils font exactement la même chose que ce soit un élève ou devant une foule entière quoi. Ok. Capadoc? Moi, je dirais oui et non. Je vais rejoindre un peu ce qu'a dit Mathieu. Ça dépend un petit peu quand même du fond que tu as envie d'apporter à ton Twitch. Maintenant, je pense que aussi le public qui décide de regarder le Twitch vont regarder un petit peu aussi pour la personne, pour la manière dont elle présente, et ça va pas être non plus que le fond du poker. J'ai pas envie de citer d'exemples précis, enfin j'en ai pas à citer précis, mais tu as des joueurs par exemple qui sont excellents, qui vont avoir moins d'audience, et tu vas avoir des joueurs qui sont peut-être un petit peu moins confirmés et qui vont te faire des 1000, 2000 viewers à chaque fois sur de la sphère poker. Moi, je sais que pour ma part, quand je Twitch, je sais que je détaille un petit peu trop les choses. Après, c'est à moi de faire attention par rapport à ça. Maintenant, les fois où je fais du coaching, je rentre quand même beaucoup plus dans le détail que ce que je peux faire sur Twitch. Donc, c'est vraiment un condensé entre le oui et le non, je pense. Ok. Et Cortex? Ouais, pareil que Nico, moi je dirais c'est un condensé entre oui et non. Parce qu'en fait, quand on est. Alors, moi en tant que streamer, je me qualifierais plus en tant que commentateur plus qu'en tant que coach. Parce que étant donné qu'on a beaucoup de paramètres à gérer quand on stream, donc que ce soit l'interaction avec le chat, tout le côté animation, toute la partie technique à gérer du Twitch, fait que moi-même, je peux pas rentrer en profondeur dans les coups que j'explique. Du coup, on a du coaching, mais ça dépend où tu mets ta barre, tu vois, en termes de niveau d'exigence de coaching. Si on cherche du qualitatif avec le Twitch, pour moi, c'est pas possible. On le sait, pour du coaching de qualité, faut y mettre le prix. Donc Twitch, c'est un très très bon moyen de voir comment les joueurs pro jouent, de pouvoir reproduire par mimétisme ce qu'ils font. Mais après, moi, je trouve que c'est pas non plus extrêmement efficace. Et en plus de ça, on le sait, les viewers ont souvent tendance à jouer des tables en même temps, ce qui fait qu'ils peuvent pas pleinement bénéficier de l'apport qu'on peut leur apporter quand on stream. Donc, je suis pas totalement d'accord avec le avant tout du coaching. Moi, je pense que c'est surtout avant tout du divertissement. Le coaching est pour moi en second plan. Évidemment, ça va apporter des choses aux viewers, mais c'est pas extrêmement efficace, quoi. C'est mon point de vue par rapport à cette question. Pour moi, le fait de... Alors, faire du mimétisme, c'est le plus simple. Mais ensuite, à mon avis, il faut déjà un niveau de base et, à mon avis, déjà de très bonnes capacités pour comprendre ce que fait l'adversaire et pour nous le mettre dans notre jeu. Et ça, c'est des choses que la plupart des viewers n'ont pas. Justement, comme tu dis, ceux qui jouent en même temps, etc., et qui nous regardent juste pour passer le temps, ne vont pas faire l'effort ou n'ont même pas le niveau de comprendre ce qu'on fait, ou plutôt les top règles, on va dire, de comprendre ce qu'ils font, de comprendre comment ils le font, vs quels adversaires. Et du coup, le mimétisme, c'est bien, mais ça a des limites qui arrivent très rapidement d'ailleurs. Mathieu? Je vais rajouter un truc, c'est qu'en gros, quand on stream, on a un peu la communauté
Qu'on qui mérite. nous ressemblent, qu'on mérite, non, enfin qui nous ressemblent plus ou moins. Donc en gros, certes, c'est vrai qu'il y a des gens, quand tu leur expliques quelque chose, tu expliques un coup, c'est vrai que bon, ça va être différent que si tu le prends en un contre un, parce qu'il va peut-être assimiler les choses, mais ça se rapproche plus ou moins. C'est qu'il y en a qui vont rien comprendre, ils vont essayer de le faire, ça va, enfin ils vont l'entendre, mais ils vont pas l'effectuer en fait, ils arriveront pas à le faire. Et c'est vrai que parfois il y a les viewers de chaque streamer les ressemblent un petit peu, que ça soit psychologiquement, mentalement. Moi je sais que je suis un zouave et j'ai que des zouaves quasiment, donc c'est un exemple. Et en gros le niveau se rapproche aussi un peu de ceux du streamer, c'est à dire que on va voir quelqu'un qui vient de commencer le poker, il aura beaucoup de personnes qui auront plus ou moins son niveau et d'autres pareil, mais il y aura un peu plus de pourcentage de viewers qui se rapprocheront du niveau du streamer. Donc du coup quand on expliquera avec eux ils ont plus d'adaptation et ils arriveront beaucoup plus à effectuer en fait ce que dit la personne en fait en soi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, faut pas que vous alliez trop dans le côté exactement. performance. Enfin, moi, ouais, non, faut pas trop y aller parce qu'en gros, c'est donner beaucoup trop d'infos. Faut vraiment tourner autour du pot, faut pas trop en dire. Enfin, ça c'est parce qu'en fait, je sais qu'il y en a qui se plaignent beaucoup de certains streamers qui en disent beaucoup trop. Parce que en fait, ça c'est un jeu d'information et déjà qu'on montre notre jeu à tout le monde, si on en dit en plus beaucoup trop, enfin faut garder nos petits secrets quoi. Tu peux pas déballer quelque chose que t'as bossé pendant 2 ans et dire ouais ça tu peux le faire tout le temps parce que c'est comme ça en fait. Ça c'est à eux t'as certains trucs, c'est à eux de le voir tout seul par la suite en bossant et tu peux pas leur donner des secrets comme ça gratuitement, c'est pas possible. Cappadoc, t'as pas l'air d'accord. Ouais, si, je suis d'accord, tu vois, justement, et c'est là où je suis totalement d'accord avec Mathieu, et par exemple, moi, j'ai un streamer que j'aime bien regarder quand il stream, c'est Crazy Donkey de Spin for Win. Ouais. En l'occurrence, lui, dès L'ami qu'il stream... Batmax, on lui fait la bise. Exactement. Et lui, dès qu'il stream, en fait, si tu veux, je me mets tout de suite sur la chaîne parce que c'est une mine d'informations, mais qui est énormissime, et franchement, pour tous les joueurs réguliers, parce que là, je pense qu'on a quand même besoin d'un certain niveau pour comprendre ce qu'il fait. Là, tu subis vraiment un coaching en fait. Par Tu contre, subis, ah ouais. ouais, non, mais tu subis. Moi, j'écoute. Genre, j'ai l'impression qu'il me pose une question, je lui réponds. Enfin, je sais pas, mais c'est génial. Regardez Crazy Donkey, c'est vraiment génial. Et enfin, c'est dommage pour lui, je pense, de le faire en l'occurrence. Mais enfin, lui il va perdre de levée. Mais nous, en tout cas, les autres qui sommes certes de bons joueurs, mais pas encore à son niveau, on progresse quand même à une grosse vitesse en regardant ça. Moi, c'est mon exemple. Après, il y a certainement d'autres streamers, mais celui-ci, c'est vraiment celui que je cible le plus en tout cas. Donc, comme il dit Mathieu, pas trop en dire. C'est vrai que c'est plutôt bon. Moi, je sais que sur mes streams, je détaille des choses, mais il y a des exploits que je fais jamais en stream et que je garde volontairement de mon côté quand je vais jouer et que je vais jamais expliquer en stream. C'est mon côté personnel. Flo, je t'ai coupé. Ouais, non, je voulais réagir à tout ce qui s'était dit parce que je suis pas trop d'accord avec vous. Moi, je me dis que... Pas vos gueules et bonne année. Non, mais j'explique pourquoi. Moi, je me mets du côté de vraiment viewer, parce que moi, c'est ce que je suis, hein. Je regarde ce que vous faites et voilà, avec mon petit niveau de récréative fiche. Et je pense qu'il y a différents, comme ça, c'est vrai ce qu'a dit Mathieu, il y a différents types de Twitch. Je pense qu'il y en a certains qu'on va peut-être plus regarder vraiment pour le divertissement, en s'en foutant un peu de ce que fait vraiment la personne, si elle joue bien, si elle joue mal, voilà. Il y en a plusieurs comme ça. Et puis, il y en a d'autres qu'on va peut-être plus regarder parce que justement, on les estime forts et on estime qu'ils ont quelque chose à nous apporter et qui sont très pédagogues aussi. Au début, je pense qu'il y a eu aussi une grosse évolution, Loïc, du Twitch par rapport à ça. C'est qu'au début, on voyait beaucoup de Twitch beaucoup plus pédagogue, où c'était vraiment la personne jouer sa table, expliquer tous ses coups, etc., sans volonté vraiment de divertissement. Et qu'au fur et à mesure de l'évolution de Twitch, le divertissement est arrivé dans Twitch et c'est ça qui a primé sur le côté pédagogie et je raconte mes coups. Du coup, on a vu différents types de streamers et c'est vrai que ceux qui ont émergé le plus, ce sont ceux qui étaient les plus drôles, les plus sympas, ceux qui amenaient plus de divertissement. C'est eux qu'on a amenés. Maintenant, là où je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Mathieu, c'est que pour moi, du moment où tu t'investis dans Twitch ou que tu assumes et tu as la responsabilité de streamer tes sessions, et ben quelque part, c'est que tu acceptes aussi de dévoiler un petit peu ton jeu. Je veux dire, si tu n'as pas envie de dévoiler ton jeu, ce que je peux comprendre totalement, bah tu streames pas.
Parce que de se dire, ben, je vais lancer des trucs et puis je vais rester flou quand on me demande des explications, bah, je trouve ça déjà pas terrible par rapport aux viewers. Parce que imaginons que, je sais pas, ça arrive tout le temps. Il y a des gens qui ont des questions, bah, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça? Et puis si on les ignore et qu'on leur répond pas, ben, je trouve ça un peu triste. Donc moi, je me dis, c'est aussi la responsabilité de chaque streamer de se dire, bon, ben, si je lance ma session, eh ben, c'est que je veux bien quand même raconter, si on me pose des questions, répondre aux questions et raconter mes coups. Ou si je fais un truc un peu qui sort de l'ordinaire, ben, je vais expliquer pourquoi je le fais. Moi, je trouve ça un peu dommage de se dire, bon, ben, je vais streamer, mais je vais volontairement occulter certaines choses de mon jeu. Ben, dans ce cas-là, soit ben, il faut jouer des choses, par exemple, je sais pas, des tournois moins chers que c'est inhabituel, où on s'en fiche un peu du coup qu'on connaisse notre jeu sur ces fils-là. Ou enfin voilà, je trouve ça un petit peu dommage de dire ça parce qu'en tant que viewer, ben si on regarde, c'est pour qu'on soit aussi transparent, tu vois, envers nous. Donc je comprends qu'il y en a certains qui se disent ça, mais dans la globalité, je trouve ça un peu dommage et je pense qu'il y a aussi plein de joueurs très forts qui n'ont pas envie de faire du Twitch parce qu'aussi ils n'ont pas envie de dévoiler leur jeu, ce que je peux comprendre, mais que du moment où, voilà, où tu acceptes de streamer tes tables et tout, ben, faut être un minimum transparent avec ce qu'on fait, quoi. Moi, je voulais juste rebondir sur un petit truc par rapport à ce qu'elle a dit. Je suis complètement d'accord en termes du côté viewer qu'on a envie que la personne donne des versions, ça j'en suis totalement d'accord, mais en fait il y a un degré d'information à pas dévoiler. C'est-à-dire que tu peux débloquer ton basique, on va dire, mais il y a des choses que tu vas pas, c'est comme, c'est des petits secrets, c'est des choses que tu as tellement travaillé que t'as pas forcément envie de les dire au grand jour, et donc du coup, rien que le basique, et rien que l'avancée du basique est déjà assez en fait pour les personnes qui regardent, les viewers, le niveau global des viewers en fait. C'est déjà suffisant à donner comme information, mais il faut pas aller trop loin en fait, c'est ça le truc. C'est que en fait, bien sûr, tu streames pas si tu veux pas tu veux pas dévoiler mon jeu, donc on connaît tous la règle, ça c'est pas un problème, mais en fait, il y a un degré d'information à pas donner en fait, il y a une limite en fait à pas franchir par rapport aux informations, c'est tout, c'est juste ça. Après tout ce qui est en dessous, c'est du basique, tu expliques tu expliques je perds mes mots, le nécessaire quoi, c'est tout. Mais t'en dis pas plus quoi, c'est juste ça. Il y a juste, tu peux pas tout dévoiler parce que si tu dis tout, après tout le monde sait tout. Genre, c'est pas possible. T'es obligé d'avoir ton petit jardin secret d'informations, de technicité, on va dire, que tu dois garder de côté. Sinon, sinon tu dis tout et finalement, tu gardes plus rien pour toi quoi. Blanco, toi qui, pour ceux qui te connaîtraient pas, ça joue du high stake quand même, ça. On est sérieux dans le game quoi. Bah ouais, en gros, moi je stream mes parties. Pour le coup, je trouve que, je suis pas trop d'accord avec Mathieu parce que moi, ma manière de stream, si tu veux, c'est un peu, bon, mon stream est pas très connu parce que je fais pas un gros volume comme ceux qui sont là aujourd'hui, mais Oh, attends, euh, l'autre soir je vous ai vu, j'ai rameuté quelques chiffres. C'est pas mal quand même pour quelqu'un qui stream jamais. Hein. bah ouais, genre, bah, je fais ce que je peux, quoi. En fait, c'est-à-dire que quand je stream, j'essaye de faire un truc bien, tu vois. Mais moi, mon but, en fait, c'est vraiment de transmettre, entre guillemets, c'est vraiment de transformer des informations. Mais ça va jamais être proche, genre, c'est à des années-lumière de ce que je fais quand je vais coacher ou quoi. Enfin, ça a aucun rapport, quoi. Pourtant, je vais quand même essayer d'expliquer ce que je pense du play de mon adversaire, ce que je vais faire en réponse, etc. Mais ce sera jamais comparable à ce que je vais expliquer à quelqu'un quand on va revoir une main, de lui expliquer en entier le processus de réflexion pour prendre telle ou telle décision à la place d'une autre décision. Je vais juste, sur Twitch, quand par exemple, je vais raise une main, je vais expliquer pourquoi je raise, mais je vais pas du tout expliquer pourquoi je vais pas faire autre chose à la place ou quoi. Et c'est là que je trouve que ça se fait naturellement. Et ensuite, il y a un autre truc que je trouve important qui n'a pas été dit, c'est que les gens qui choisissent telle ou telle chaîne, moi je sais que par exemple, donc Nico il parlait qu'il aime bien regarder Crazy Donkey, etc. Moi j'ai regardé ses streams, je suis totalement d'accord, mais je regarde aussi des streamers étrangers qui jouent des très gros tournois. On regarde aussi tous un peu les gens qui sont entre guillemets au-dessus de nous, par rapport à où on se situe en termes de niveau de buy-in ou niveau de jeu. Et donc du coup, dans tous les cas, même si ces gens qui nous regardent, on leur donne beaucoup d'informations, que ça en arrive au point où ça peut se retourner contre nous, enfin, c'est très improbable, quoi. Alors, je veux dire, c'est jusqu'au moment où le gars qui est un viewer et qui regarde de manière très assidue ce qu'on fait pour que ça en revienne au moment où il va jouer contre nous et appliquer ce qu'on a fait contre nous, enfin, ça va jamais arriver en fait. Donc, moi, je trouve que ça c'est assez important. Cortex? Ouais, ben, moi je me retrouve beaucoup dans ce que vient de dire Mika. Moi, si je prends mon exemple personnel, j'essaie de faire en sorte quand même d'apporter pas mal d'informations à mes viewers.
Je suis vraiment pas avare d'informations. Mais pour autant, j'essaie d'être complet entre être un bon animateur et être un bon joueur de poker. Ce qui fait que je vais pas pouvoir rentrer en profondeur dans l'explication de mes coups, mais pour autant, je me verrai pas non plus ne rien dévoiler, parce que on est d'accord, le Twitch, c'est une mise à nu. Le mec qui a pas envie de montrer son jeu, bah, il stream pas tout simplement, quoi. Donc à partir du moment où on décide de Twitcher, c'est soit on joue le jeu à fond, soit on le joue pas, quoi. Donc après, je pense que ça se fait naturellement et que étant donné il y a l'animation à gérer à côté, bah forcément, quand moi j'explique un coup, je vais le commenter, je vais dire, bah, par exemple, ici, bah, je vais raise, je vais pas forcément dire les tenants et les aboutissements du pourquoi je raise, mais pour autant, j'essaie d'apporter de l'information à mes viewers. Sinon, je ne streamerai pas. Eh bien, écoutez, les amis, on va passer au second débat, qui rejoint un petit peu, d'ailleurs, tout ce qu'on vient de dire là. On va, quelque part, finalement, le prolonger avec cette question. Twitcher du poker, est-ce que c'est pénaliser sa performance? Vaste sujet, vaste question. On commence, il a la tête à droite, la tête à gauche. Il a un doute. C'est Capadoc, c'est toi qui ouvre le bal. Ouais, je vais dire oui et non. Alors déjà, Ah le non, compte. c'était Alors, non, mais mais pas attends, que ça, toi. non, mais bah, allez, on va dire oui. Eh, On va dire oui. C'est la On va Suisse, dire oui. les mecs, Il c'est ne la on va peut y dire Suisse. oui. avoir qu'une seule Suisse. Donc, Oui, je vais dire oui. Ouais, Alors, je vais c'est dire la oui. Suisse. Je vais dire oui. Je vais expliquer mon raisonnement. Donc déjà, enfin, me concernant, je vais jouer beaucoup de tables. Donc quand je vais Twitch, je vais aussi d'avoir une attention aussi sur le chat, parce que je préfère quand même interagir avec les personnes. Je vais pas juste jouer et parler tout seul, ça sert un petit peu à rien sinon de faire ça. Donc déjà, je vais perdre un petit peu en concentration sur les tables. Ensuite, ce qui me concerne et qui concerne peut-être un petit peu moins Mika, notamment, parce que Mika disait que lui, ça le dérange un petit peu moins de dévoiler des choses. On a tous des jeux qui sont quand même, enfin, on a certains des jeux qui sont un peu différents des autres. Mika, enfin, tu confirmeras, mais Mika, c'est un joueur qui joue quand même un petit peu plus GTO que moi, quand même, à la base. Donc, quelqu'un qui joue GTO, c'est quand même pas évident. Enfin, on va dire que c'est plus difficile à comprendre qu'un joueur exploitant. Un joueur exploitant, si on commence à regarder un petit peu ce qu'il fait, on peut commencer à comprendre ses mécanismes, comment il réfléchit, et donc s'adapter à lui de manière beaucoup plus facile. Donc pour un joueur comme moi, c'est un petit peu plus pénalisant. Donc voilà, ma réponse c'est donc oui. Juanito. Ouais. Bah moi alors moi je suis pas du tout dans cette case-là, mais quand tu es dans une recherche de performance, il faut que on parle beaucoup de concentration, de A-game, etc. Et comme disait Burtin, pour le coup, que ce soit l'animation ou que ce soit répondre au chat, c'est des façons de sortir de cette concentration et de sortir de ce A-game, etc. Donc évidemment que oui. Par contre, pour moi, du coup, de mon côté, ça me permet d'analyser les mains à haute voix. Donc, ça me permet aussi, entre guillemets, de focus un peu plus et de vraiment réfléchir en profondeur à chaque coup. Donc, finalement, moi, ça m'aide un petit peu. Et après, pour certains, ça aide aussi à les canaliser un peu. Quand tu es sujet au tilt, à l'énervement, etc., bah, tu vas pas, tu vends ton image. Donc, tu n'as pas envie non plus de faire n'importe quoi. Et à contrario aussi, quand tu es plus enclin à la fatigue, surtout en ce moment en période de séries où on est amené à jouer longtemps, jusqu'à des heures tardives, etc., être animé par un chat, pouvoir discuter, etc., pour moi, c'est aussi comme un bon café. Ça te tient en haleine pendant longtemps et concentré. Alors du coup, moins concentré, mais plus concentré plus longtemps. Donc pour moi, il y a effectivement, pour être vraiment au top, c'est négatif. Mais il y a quand même des points positifs à souligner. Blanco. Ouais, bah en gros, moi je voulais répondre. Donc en fait, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, mais je voulais répondre à Nico parce que je croyais en fait, il était parti sur un truc et je pensais qu'il allait dire quelque chose, mais il l'a pas dit. Moi, je pense que c'est pénalisant déjà, premièrement, en fait, pour le volume. Donc en gros, c'est pour ça que moi personnellement, vu que je cherche à faire un gros volume, je stream pas souvent, puisqu'en gros, quand je stream, je peux jouer beaucoup moins de tables que si j'en avais pas. Puisqu'évidemment, voilà, faut suivre le chat, faut essayer de commenter ses coups, etc. Donc je pense que déjà c'est d'office pénalisant pour ça. Mais dans le même temps, voilà, comme disait Juanito, notamment la dernière chose que tu disais, moi j'ai un exemple sur ça qui était sympa, c'est que j'avais dit prendre un tournoi, un jour j'étais en stream et c'était une room étrangère où en gros ça se finit extrêmement tard. Et j'étais en monotabling du coup depuis 2h du matin jusqu'à quand j'ai bust, c'était à 6h et quelques du mat, il y avait à peu près 60 personnes qui étaient encore là.
Et pour être honnête, dans ces moments-là, s'il n'y a pas le stream, on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus probable que soit on lâche un peu, peut-être on va spew, peut-être on va faire n'importe quoi, alors que s'il y a le stream, bah, ça peut déjà ça nous booste parce qu'il y a du soutien, il y a des gens qui sont là avec nous, etc. Donc là pour le coup, je vais être un peu suisse aussi, mais je dirais oui et non. Pour répondre à ta question, Loïc, je dirais que c'est oui et non, quoi. Mais Tu me permets, Loïc, de rebondir Bien sûr, sur ce que rebondis, vient je de t'en dire prie. Mika. Et du coup, est-ce que tu ne penses pas que ce serait plus sympa donc de commencer ta session, en fait, tout simplement, et peut-être à minuit de te dire, tiens, je vais lancer mon stream, je vais avoir moins de tables, donc moins de focus à avoir, et comme ça, tous les viewers arrivent en plus pour le deep run qui peut vivre avec toi? bah moi je trouve que ça c'est un bon moyen de le faire, mais pour le coup ça me concerne pas personnellement parce que moi genre quand je stream c'est vraiment les sessions. En général je stream le samedi, donc je fais un peu ma pub, hein. Fais, 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 fais-toi plaisir. En général, je stream le samedi parce que c'est la session un peu tranquille que je fais parce que je joue un peu l'après-midi, tout ça. Et donc, du coup, bah, vu qu'entre guillemets, ça va être un peu plus. Genre, ça va être des tournois, des petits fils, etc. Bah, je préfère avoir le stream pour justement le vivre plus. Mais je trouve que pour d'autres streamers, enfin, c'est une très bonne idée de faire ça, tu vois. De juste lancer le stream quand t'es en deep run et tout. Comme ça, en plus, il y a beaucoup de monde qui va arriver direct, etc. C'est beaucoup plus divertissant, je trouve. Donc, ouais, à mon avis, c'est une bonne idée pour beaucoup de gens de le faire, quoi. Pour rebondir sur ça, à mon avis, c'est pas non plus ce que les gens attendent. Alors c'est top parce que du coup, tu as du contenu condensé et des gros chiffres normalement à la clé. Mais les gens aiment aussi voir les débuts de tournoi, aiment aussi voir les sessions qui se passent mal parce que ça Ouais, arrive à aussi. tout le monde. Et bah, comment tu réagis face à ces sessions qui se passent mal, etc. Donc ça peut être de bonnes idées de temps en temps, mais à mon avis, c'est pas ce que recherchent la plupart des gens, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mathieu. Ouais, mais aussi, juste pour rebondir à ce qui a été dit, c'est que en gros, ça dépend de la vision que tu as de Twitcher en fait, quel est ton objectif aussi. Je suppose que tu peux pas. Enfin, selon tes objectifs, par exemple, si c'est pour les biens, ça n'accomplira rien en fait de streamer seulement à partir de 23h mais gros stable en fait. Parce qu'en fait, tu vas tirer tu vas pas tirer une même communauté. Le but pour un streamer, enfin pour ma part, c'est d'agrandir sa communauté. Alors du coup, c'est plus ça va plus être pour une personne qui est streamer récréative en fait. Donc de faire ça et qui aussi c'est pas mal en soi, tu vois. Tu fais tout de suite les gros chiffres comme dit Ronito, tu attires tout de suite les personnes qui arrivent pour le deep run, il y a direct une grosse mise à la clé. Donc ouais, c'est plus pour du streaming récréatif de faire ce genre de stream en late game qu'en early. Pour ma part, je rejoins du coup pour répondre à la question, je sais que tout le monde va dire oui, ça pénalise. Pour ma part, je vais être honnête, moi c'est non. C'est plus un non qu'un oui, clairement, tout simplement parce que moi, si je me suis mis à streamer, c'est parce que c'est pas pour qu'on me voit casser des chaises ou autre, hein, c'est vraiment parce que le fait d'être observé me rendait plus sérieux et je faisais moins d'erreurs en fait. Le fait d'être observé, parce qu'en fait on a toujours peur de la critique des spectateurs, souvent genre on n'a pas trop envie de se faire critiquer, donc du coup on va faire au mieux pour jouer son A-game et essayer de faire le moins d'erreurs. Mais j'ai même commencé à streamer l'après-midi, même j'avais commencé à streamer avec 10 tables, puis j'ai tout de suite compris que je perdais un petit peu de focus mine de rien, donc du coup j'ai basculé à 8, maintenant je suis à 6, donc j'estime que à 6 maintenant en stream, franchement je me rapproche autant de mon A-game que si je streamais pas. Donc du coup le fait d'être observé en fait pour ma part en fait ça m'enlève pas trop de focus, même s'il y a le délire de l'animation à côté, j'arrive à pallier les deux. Et concernant le volume en fait c'est vrai que c'est pénalisant, alors du coup je commence beaucoup plus tôt, donc du coup je fais au même nombre de tables en fait que si je commençais plus tard et que si je faisais du multitapping en fait. Donc du coup j'ai réussi à faire un volume monstrueux avec mes heures de stream, j'ai réussi à faire autant de volume qu'un mec qui joue 12 tables. Enfin pendant tout un mois j'arrive à faire mes encore ce mois-ci j'ai fait 600-700 games, donc je trouve en stream c'est déjà très bien, donc moi je retiens quelque chose de très positif, c'est juste juste le fait d'être observé en fait, on n'a pas envie de se montrer, on n'a pas envie en fait de passer pour une brêle, on n'a pas envie de se retrouver comme un con en fait et c'est pour ça que c'est ça le danger aussi dessus, c'est que il y a des gros streamers
qui font pas forcément professionnels, etc. Et qui vont faire des erreurs immenses. Genre, il y a tout le monde qui le voit et genre, tu te sens un peu comme un con. Moi, ça m'est déjà arrivé de. Au début, j'ai même cut mes streams avant que je vais arriver une fois ou deux. J'ai tellement fait une énorme bourde. Je me fais, oh putain, si ça passe dans 2 minutes, je vais manger, je vais manger le tonnerre, je vais manger la foudre. Je fais, je vais pas pouvoir subir autant de négativité. J'ai cut mon stream, j'ai fait, désolé, j'avais une coupure livebox. Les gars, j'avais pas trop de viewers, donc ouais. Maintenant j'assume tous mes plays parce que bon, maintenant j'estime que la plupart des gars qui me suivent connaissent plus ou moins mon niveau, donc du coup j'aurais aucune honte à montrer mes grossières erreurs. Même si on en fait tous, hein, bien sûr, on essaie de les éviter, mais en fait le fait de pas streamer en fait réduit considérablement le nombre de ces grosses erreurs, quoi. Cortex. C'est pas mal, juste un truc, non, juste une phrase. C'est quand même pas mal un truc de personnalité, tu vois, Loïc, parce que ça m'étonne pas du tout ce que dit Mathieu, parce que lui, c'est tellement quelqu'un d'hyperactif et tu vois, dans la vie, que du coup, il a besoin ça le canalise en fait, le Twitch. Et peut-être pour quelqu'un de beaucoup plus calme comme Mika, et ben c'est différent, tu vois, il va le vivre d'une autre façon en fait. Il a sûrement, voilà, il a pas besoin de ça dans ses sessions normales pour être posé et calme. Donc c'est bien parce que c'est aussi pour ça que c'est fait Twitch et pourquoi les gens aiment suivre des gens différents, c'est pour les personnalités, quoi, tout simplement. Donc des fois on a envie de voir Mathieu qui va jeter une chaise et puis des fois on a envie de voir Mika qui joue un cas sur GG et voilà, tu vois. C'est vrai, elle a raison. Elle a raison parce que c'est vrai que moi je déteste être, en général, même dans la vraie vie, être seul. Donc du coup, c'est vrai que moi je me vois plus maintenant de faire une session sans streamer. Bon, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai besoin d'avoir du monde, j'ai besoin de parler. C'est vrai que je suis assez hyperactif, donc du coup moi ça me dérange pas. Je peux faire du 12 heures du stream sans me fatiguer. Moi ça me fatiguera moins que les autres en soi. Donc vraiment c'est. Mais toi c'est nécessaire presque, quoi. Ah ouais, moi c'est vraiment nécessaire. D'autres vont faire peut-être. On fait jamais ça par dépit, mais ils vont avoir plus de mal ils vont forcer en fait à streamer. Est-ce que je stream aujourd'hui? Moi, non, moi c'est rentré dans les mœurs, c'est vraiment une habitude quotidienne, quoi. Cortex. Ouais, alors moi pour ce point, je vais pas du tout être suisse, puisque pour moi, ouais, c'est clairement pénaliser la performance. Parce que comme je l'ai dit avant, en fait, quand on Twitch, il y a tellement de choses à gérer. Ne serait-ce que se concentrer sur le divertissement fait qu'on perd énormément en concentration. Et d'ailleurs, moi, si je devais me mettre une note par rapport aux sessions traditionnelles où je suis tout seul derrière mon PC, où je suis pleinement focus, je pense que je suis à 1/3 de mon niveau technique habituel. Ah ouais. Ah ouais, carrément, ouais. Ouais, parce qu'on perd beaucoup en concentration. Par rapport à ce que je viens de dire, quoi. Tu sais, t'as le chat, faut interagir avec le chat. Faut gérer la technique, en même temps faut réfléchir aux coups que tu joues, à bien jouer les coups. Donc moi quand je lance un stream, je suis pas en mode je vais être en full performance, pas du tout. Ça m'arrive quand je suis tout seul derrière mon ordinateur, où là je suis dans ma bulle, je peux être pleinement dans ma zone, être full focus sur ce que je fais, être à 200% dans ma session. Et je trouve que quand on stream, c'est pas possible. Et du coup, Clément, j'ai une question par rapport à ça. Pourquoi tu crois que Romain Nussmann, qui est responsable du centre où tu es avec Nutser, pourquoi tu crois qu'il vous fait quand même stream, enfin, qu'il vous a proposé ce stream, alors que si tu me dis ça, c'est que lui aussi, il est conscient que du coup, peut-être en termes de performance, ça va être moindre, alors que lui, il est quand même vraiment là-dedans. Pourquoi tu crois qu'il pousse quand même à ce streaming-là? Il estime quand même que ça peut vous amener d'autres choses, du coup. Ouais, ça peut nous amener d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça, Flo, parce qu'on a eu exactement cette conversation avec moi il y a encore 2 jours. Et nous, on le fait parce que déjà, tout simplement, on aime partager. On aime partager avec la communauté. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait référence aussi avec ce qu'on met en place avec notre cercle, tout le côté collectif. Oui, donc communauté déjà, ça, un peu. Ouais, communauté, ouais. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi, c'est que ça nous apporte de la visibilité, de l'image. Ça, c'est aussi un autre point, quoi. Donc voilà, il y a quand même des EV à streamer, même si on y perd en EV en performance pure. Comme le disait Mika aussi, c'est sûr que sur mon volume, moi, quand je stream, généralement, pour ceux qui m'ont déjà vu, je joue 4 tables. Alors que d'habitude, je suis capable de jouer entre 8 et 9 tables. Donc ça fait quand même une grosse différence en termes de volume. Mais après, moi, je stream pas dans le but d'être dans de la performance. Ça, je peux faire le reste de la semaine quand je suis tout seul derrière mon PC. Ok, les amis.
question annexe, mais ça m'y a fait penser pendant que t'en parlais, Cortex. Est-ce que le côté 4 ou 5 minutes ou 6 minutes, je sais pas combien vous mettez de délai, est-ce que c'est pas aussi beaucoup plus fatigant que n'importe qui va Twitch et il va parler d'un sujet, donc tout de suite en direct la réponse, l'interactivité, alors que vous êtes obligé de dire des choses, ou des fois, si vous en aviez parlé 5 minutes ou 6 minutes avant, donc en plus, faut vous en rappeler, faut parfois en reparler. Est-ce que c'est pas une mécanique qui est encore plus épuisante peut-être que le Twitch classique du gars qui, je sais pas moi, parle de yaourt, quoi. En plus, c'est très intéressant que tu dises ça parce qu'on a Merci, ici quelqu'un je parmi t'adore nous. aussi. Non, mais Mathieu est très adepte de passer en no délai dès qu'il peut, en fait. Et je pense que ça a un rapport avec ça. Alors, bah tiens, Mathieu, c'est toi qui démarre. Ok. Non, pas du tout, c'est juste une question d'habitude. Pour ma part, moi j'ai pris le risque, je prends le risque de... J'essaye d'avoir une meilleure interaction sociale avec les spectateurs. Donc, du coup, je fais tout en place pour... en fait, déjà 5 minutes pour moi c'est beaucoup trop. Ça c'est vrai, j'ai senti direct la différence quand j'avais streamé pour le Stream Gang par exemple. 5 minutes pour moi j'étais complètement perdu dans le sens où là juste d'avoir mis 1 minute, 2 minutes en plus, je trouvais ça hyper long déjà. Donc du coup j'ai essayé pour avoir une meilleure interaction sociale, j'ai mis 3 minutes au risque parfois de me faire stream hack. Bon, ça m'est déjà arrivé de cut 1 ou 2 fois le stream avant parce que vraiment c'était vraiment très chaud. J'étais pas sûr. Ouais, dès que j'arrive à la fin et même qu'il me reste 3 tables, j'essaye pour avoir cette meilleure interaction, je me mets direct en ODD. Et franchement, c'est vraiment un kiff. Ok, certes, il y en a qui vont dire on voit pas ton jeu. Donc du coup, ça, à la limite, tu peux toujours mettre ta table du replayer à côté et d'expliquer ton coup. Et en fait, voilà, j'ai déjà fait des no délais, ce qui marche bien. On fait avec Mika, il en est témoin. C'est trop marrant parce qu'en fait les gens ils sont plus communicatifs, on parle directement, parfois ça s'emballe mais c'est direct avec la personne, donc du coup ça peut faire des soirées de dingue. Avec Mika on a déjà fait 2-3 soirées streaming qui sont hyper mémorables, on a trop rigolé quoi parce que justement par rapport à ça les victoires. Je me rappelle, sans brague, j'avais gagné un Xtase en ODD et genre c'était la foule. Ouais, brague, moi je vote pour un brague aussi, ouais. Ouais, c'est brague. Ok, on va dire le super stack 1 euro. Je l'avais gagné en live et donc du coup c'était direct, l'émotion était encore meilleure, largement meilleure que si j'étais en 3 minutes de délai. Parce que tu étais en live, parce que ça partait. Parce que j'étais en direct, t'as juste à mettre un cache-carte, au pire après faut avoir un petit peu faut avoir la technique aussi pour pouvoir enlever les cartes, etc. C'est juste une question d'habitude de streaming. Si tu arrives à gérer ça avec tes binds, etc., tu peux faire quelque chose de vraiment très rapide et très fluide. Et en essayant d'éviter le maximum en évitant ce délai en fait. Et genre l'émotion elle est comme j'ai dit encore une fois elle est différente que si t'es en 3 minutes. Il faut faire les deux. Moi je le fais parce que c'est meilleur et je sais que la plupart des gens kifferaient par exemple du poker sans délai. C'est impossible en soi mais on peut y arriver si à la fin on a le deep run, etc. on sait gérer ça, on peut le faire même s'il y a des gens qui veulent voir quand même ton jeu. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont là pour l'ambiance que pour ton côté technique. Et même le côté technique là, les gens qui veulent voir tes cartes, tu peux encore leur mettre sous la main en montrant le replayer, en montrant les cartes que tu as foldées, tu peux toujours appuyer sur un bouton et au moment que le mec a foldé, tu montes ton jeu, tu dis voilà, j'ai eu valet 9, etc. Donc, Ouais, mais enfin, je sais pas si je peux répondre, mais vas-y. En gros, le truc du no delay, en fait, tu l'as dit, c'est fun, quoi. Tu vois, c'est marrant, mais en fait, ça te met dans la merde, quoi. Parce que en gros, t'es quand même là en train de jouer un tournoi, tu vois. Pour prendre ton exemple, parce que t'es un peu le pionnier de ce truc-là, genre, ça t'est arrivé de faire une de conneries parce que t'étais en no délai, tu vois. Et puis, ça m'est arrivé que tu m'aies mis dans la merde aussi plusieurs fois. Genre le mec, je suis comme ça, bon ok, parce qu'il faut garder une certaine poker face, les gens. Mais tu gagnes. Non, parce que c'est vrai que la dernière fois, je me rappelle une fois, il y a un mec qui était sur la table et donc moi je me mets, tu vois, direct je me mets comme ça, tu vois. Et en fait, direct dans le chat, il y a juste assez, ouais, il a les as, tu vois, genre. Et en fait, j'ai pas été assez équilibré entre. Je suis un peu cramé. Et donc, du coup, parfois, j'essaye de faire des baits en mode, je suis en bluff et je fais, putain, j'espère qu'il me call, tu vois. Genre en mode. Donc, du coup, mais après, parfois, Mika a déjà fait l'erreur. Il a fait, ouais, t'aurais pas dû faire ça, tu vois. Mais il l'a fait en mode, c'est vraiment sérieux, tu vois. Donc, du coup, ça m'a appuyé dans la merde. Mais bon, après, ça, c'est une question d'habitude. J'ai vu un live un jour où il y a quelqu'un derrière toi qui dit, putain, mais t'as un slam ou je sais pas quoi et t'es en mode, mais ta gueule! non mais voilà, en fait le truc c'est que moi je trouve ça dangereux, mais pour revenir à la question, mais après c'est super fun quoi, mais pour revenir à la question de base que t'avais, donc est-ce que c'est chiant le délai et tout,
Bah, j'avoue, franchement, c'est chiant. Mais moi, personnellement, ce que je fais, c'est. Parce que moi, en gros, je suis quelqu'un d'assez maniaque, je suis assez minutieux, j'aime bien. Donc, en gros, je garde le replay, enfin, je garde le retour du stream. Comme ça, au cas où quelqu'un pose une question sur un truc et la question elle est un peu vaste ou quoi, bah, je sais de quoi il parle, tu vois. Parce que moi, il y a un truc que je déteste en tant que viewer, c'est quand le gars sait pas de quoi je parle, alors que, enfin, surtout sur des gros streamers qui ont des milliers et des milliers de viewers, si tu tombes sur le moment où il va lire ta question, et genre, un mec, si tu poses mal ta question, bah, c'est ta faute, tu vois, mais genre, il sait pas de quoi tu parles, et après, bah, il skip, tu vois. Alors que moi, j'aime bien avoir la réponse à ce que je demande, du coup, c'est pour ça que quand on me pose des questions, je réponds bien. Mais ouais, enfin le délai c'est chiant parce que ça brise l'interaction quoi. Tu l'as dit toi-même Loïc dans d'autres trucs, les jeux vidéo ou les discussions ou quoi, bah c'est trop bien parce qu'il y a justement il y a cette interactivité qui est bien meilleure. Mais ouais, si on se débrouille bien, on peut quand même allier avec le délai quoi, je trouve. Capadoc? Ouais, moi, c'est même pas le mot chiant, je dirais c'est le mot frustrant. Enfin, moi, Oui. perso, ça me frustre. Ouais, c'est frustrant. J'ai jamais respecté les vrais délais de Winamax, parce que Winamax m'a demandé 5 minutes, j'ai toujours fait 3 minutes 30. Moi, c'est surtout histoire de me souvenir bien des coups, de les avoir bien en Oui, parce tête. que vous êtes, juste pour rappeler, Capadoc, Ouais, Juanito, Mathieu, vous êtes tous les trois sur le Stream Gang. C'est ça, je dis pas de ouais, c'est bêtises. ça, Voilà. exactement. Le Stream Gang de Winamax, vous pouvez aller voir. C'est aussi en description. Et du coup, j'avais déjà fait le test aussi comme Mathieu de cacher mes cartes et d'essayer de faire le truc, mais c'est vrai que d'avoir sa poker face et tout, c'est pas non plus évident, c'est pas si évident que ça. Mais c'est frustrant. Enfin, moi je trouve que c'est assez frustrant pour le viewer, comme disait Mika, hein, il te pose une question et puis toi t'es là, t'as oublié, je sais pas quoi, c'est frustrant. Et même pour toi, c'est frustrant. On te pose une question, tu réponds 3 minutes 30 plus tard. En l'occurrence, pour d'autres, c'est 5 voire 6 minutes. Il y en a qui ont même un petit peu plus décalé, notamment, je pense à Yo Viral justement avec sa petite histoire de stream hack justement. Ouais, c'est trop frustrant, vraiment. Juani? Bah, moi, je suis un peu moins client des streams sans délai et un peu moins d'accord. Après, je pense que c'est hyper subjectif et ça dépend des personnes. J'ai aussi énormément l'habitude de stream et ceux qui me suivent ont aussi énormément l'habitude du délai. Euh, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Si ce n'est ouais, le fait qu'on soit habitué, pour moi, ça se passe bien. Et des fois, même, ça prolonge un peu des débats parce que ça permet aux viewers ou aux streamers, justement, d'avoir un temps entre le question-réponse et du coup, d'avoir peut-être des fois des réponses un peu plus construites. Alors, ça va pas être des réponses sur des coups particuliers, forcément, mais ça peut aussi laisser un peu de temps dans un débat et ce qui est pas trop mal de temps en temps pour justement ouais, avoir des réponses un peu plus fleuries, j'ai envie de dire. Fleuries. Et enfin, Cortex, pour terminer. Ouais, ben, moi je trouve pas que je suis extrêmement impacté par les 5 minutes de délai. C'est pas quelque chose qui me pose vraiment problème. Après, c'est vrai que c'est un petit côté frustrant, pour être honnête, puisque on y Parce perd que en par exemple, interaction. hier soir, tu as commencé, tu me dis si je dis pas de conneries, donc hier soir, on Vas-y. était le 5 janvier, Ouais. pour faire des dates. Monsieur Nussman a décidé de gagner un Wina Series. Et donc, vous êtes passé en direct, en fait, à partir d'un certain moment, puisqu'on voyait pas ses cartes à lui, c'est ça? Ouais, bah justement, moi c'est un truc, bah, quand je stream, j'ai 5 minutes de délai. Par contre, bah, dès que j'ai l'occasion de repasser en no délai, je le fais. Et notamment dans des spots où on se retrouve à rail des gars de la team. Bon, là, en l'occurrence, c'était Romain pour le 5 janvier. Et dès lors que moi, j'ai buzz de ma dernière table, bah, je suis passé en direct. Il y a mon ami Bobos d'ailleurs qui est venu se joindre à moi pour commenter le deep run de Romain. Et c'est vrai qu'en direct, il y a juste pas match, quoi. C'est on peut interagir directement avec le chat. Il y a pas tout ce côté délai où tu sais, t'oublies les questions ou t'oublies la réponse que tu as envie de donner. Après, là, Enfin, c'est différent parce que vous étiez en train de rail quelqu'un, donc la personne n'est ouais, pas devant. C'est-à-dire, c'est pas Romain qui est là devant en train de jouer. Donc, il n'y a pas le côté, on voit pas sa tête, il n'y a pas de, tu vois, donc c'est moins problématique du coup pour ouais, le joueur en fait. Vu que ouais. en fait, vous passez dans un rôle de commentateur juste. Vous commentez la table de Romain, quoi. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé, ouais. Mais ouais, bon, tout ça pour dire que bah, enfin, niveau interaction, c'est canon quand on passe en direct, quoi. Tu prends plus de plaisir, tes viewers aussi. Moi, j'ai une anecdote, je sais pas si Mika, tu te souviens, une fois quand on avait fait une session ensemble, tu vois, j'avais lancé mon Twitch avec ma session et dès que j'avais terminé, on était passé en direct et on avait fait une sorte de petite review d'un tournoi, Ouais, etc. ouais. Et tu vois,
tout le monde qui arrive, enfin il y a beaucoup de monde qui arrive d'un coup, on peut tous discuter ensemble, on rigole bien plus ensemble, ton côté animateur se met un petit peu plus en place parce que tu peux répondre directement et je pense que, enfin moi me concernant, j'avais pris beaucoup de plaisir, je pense que Mika c'était le cas aussi, les viewers aussi, enfin tout le monde quoi, il y a vraiment un petit plus. Tu t'amuses plus quoi, c'est clair, tu t'amuses plus quoi. Mais je trouve le faire pendant que tu joues, c'est dangereux. Après, Mathieu, il aime bien le dangereux. Il aime bien le danger, Mathieu. Il surfe sur la vague. Et enfin, Florence, pour conclure, parce que t'as déjà commenté, toi, en plus. Rien de plus à dire, mais si ce n'est que... T'as fait du commentaire, toi, avec du délai, etc. Aussi, ouais, mais nous, c'était en no délai, justement, parce qu'il n'y avait pas les cartes quand on commentait les coups sans voir les cartes. Hein. C'était pas non plus... c'est plus compliqué, c'est sûr, parce que de ne pas avoir les cartes, c'est... Ouais, mais du coup, tu peux raconter plus de merde sans que personne s'en aperçoive, c'est bien. Après, voilà, moi, de toute façon, je suis pas dans les commentaires techniques, je suis là juste pour dire ce qui se passe, voilà. Mais c'est sûr qu'en tant que viewer, encore une fois, ça dépend vraiment pourquoi on est là, en fait. Si on veut voir quelqu'un en train de jouer un gros tournoi et on est intéressé par l'aspect technique, de voir comment la personne, pourquoi elle fait ci ou ça et tout, c'est mieux le délai, parce qu'on voit les cartes et que la personne peut nous expliquer plus librement. Maintenant, si on est là pour se marrer et pour passer un bon moment et que voilà, on s'en fiche un peu du côté technique, c'est sûr que le no délai c'est beaucoup plus fun. Moi aussi, je me rappelle de stream avec Mathieu et Mika, on s'est marré, mais je me marrais devant mon écran, j'étais mort de rire parce que ils faisaient tellement les cons les deux là, et ils répondaient au tac au tac, donc ils voyaient que nous on passait un bon moment, eux ils se marraient aussi, et c'est sûr qu'à ce moment-là, Mathieu il nous racontait pas ses plays, quoi, juste il jouait son truc, on parlait d'autres choses, et voilà, mais c'est sûr que donc pour le côté divertissement, ça amène à un autre truc évidemment, le no délai, mais au poker c'est quand même très compliqué, et c'est aussi la responsabilité du coup du joueur de se dire on sait qu'on prend un risque, et on sait que potentiellement soit on peut donner encore plus d'infos, et donc voilà, c'est le risque à prendre, entre guillemets, de dire si on veut vraiment être très très sérieux, il faut mieux garder le délai et se donner plus de chances de victoire. Maintenant, si on est peut-être sur un plus petit tournoi ou un truc, non pas que toutes les victoires sont bien, mais imaginons que c'est un truc, c'est sûr que Mathieu, il ferait pas ça sur un tournoi un peu life-changing, quoi. Il peut se permettre de faire ça aussi parce que peut-être s'il y a des moins grosses sommes à la gagne, quoi. C'est compliqué de faire ça sur un énorme tournoi. Il se retrouve demain en TF où il y a 100K à la gagne. Je pense pas qu'il passera en no délai, quoi. C'est clair. Surtout que je fais déjà des AVC presque avec du délai. Alors si je passe en no délai avec... Par contre, je vais juste dire une chose qui est ultra positive pour le no délai, que j'ai même par rapport à des récents articles que j'ai vus récemment. Maintenant Twitch, ils ont réglementé certaines conditions. Donc sont devenus beaucoup plus stricts qu'avant. Donc maintenant, je sais qu'il y a des gens qui vivent du streaming, je sais pas pour le poker, etc. Enfin, je sais que il y a des bandes rentes quand même, plus ou moins, même si on n'a pas énormément de viewers ou autre. Je sais que pour avec des personnes qui ont beaucoup plus communauté, le fait de se faire ban la chaîne est très risqué. Donc du coup, ça met en péril carrément leur vie, tout simplement financière, parce qu'il y en a qui vivent que de ça. Et il y a des choses que maintenant qu'on n'a plus le droit de dire, plus le droit de faire. Le fait d'avoir du délai, c'est qu'en fait, on peut rattraper les erreurs qu'on aurait dites en stream en cutant le stream, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, t'as ton coloc qui monte ça, qui fait l'hélicoptère derrière devant la cam en pensant que t'es pas en live. Tu peux toujours cut ça derrière. C'est bizarre ta coloc quand même. Non, je vais pour dire, mais. Ce que je veux dire, c'est que chelou ta coloc. Imaginons, moi j'écoute du rap, tu vois, et je sais que parfois il y a des mots qui sont issus, enfin c'est le N-word, tu vois, que je pourrais dire en live sans faire exprès, tu vois. Et quand même, il y a des choses que tu peux dire sans faire exprès, mais t'as toujours des personnes qui peuvent enregistrer ça et te signaler. Ta chaîne peut se faire ban pour rien. Tu peux prendre un maxi ban pour avoir dit certains mots, même des mots. Juste toi, tu t'es déjà fait ban, donc tu sais ce que c'est. Surtout que je me suis déjà fait ban, ouais, alors que c'était. Ouais, je me suis déjà fait ban un mois et demi, ouais. Et du coup, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, et du coup, on peut rattraper ces erreurs-là en cutant le stream, en fait, si on sait et qu'on n'est pas sûr, en fait, d'avoir fait cette connerie, alors qu'en no délai, tu peux pas le faire parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura le temps de, parce que les mecs sont vifs, hein, si le mec t'aime pas, après, voilà, si t'as une communauté qui ne sont pas des rapaces, ça laissera couler, parce que moi, j'ai déjà dit des trucs de ouf, et je fais, oh putain, j'ai dit ça, j'ai laissé passer, je fais, vas-y, j'espère que ça va passer, c'est toujours passé.
Je touche du bois pour que ça continue, mais si jamais j'oublie, il y a des gens qui vont prendre un malin plaisir, surtout maintenant plus que la communauté, plus ta communauté elle grandit, plus tu auras des mecs qui seront contre toi et qui vont essayer de tout faire pour te ruiner. Donc du coup, on va faire beaucoup plus attention, mais ils vont prendre un malin plaisir à report et à mettre ça sur stream et être content que tu seras ban. Donc du coup, tu peux rattraper ces erreurs quand tu mets du délai par rapport à ça, quoi. On passe au troisième débat. Troisième débat, les amis, on parle de poker, on parle de Twitch, oui. Et ça a eu un beau succès pendant le confinement, le premier confinement. Attendez, bougez pas, le troisième arrive. Oui, mais finalement, quand on regarde un petit peu sur Twitch, d'ailleurs, je vais vous mettre en direct l'image, vous pouvez voir comme ça. Sur Twitch, vous pouvez voir toutes les catégories. Il y a un classement des catégories les plus discutées où il y a le plus de monde. Et très souvent, pour pas dire tout le temps aujourd'hui, voilà, le poker se retrouve loin des grandes audiences de Twitch. On est même en dehors aujourd'hui du top 25. On a, entre autres, alors, tous les jeux vidéo que vous pouvez voir d'ailleurs sur l'image. Voilà, les plus connus, les Among Us, les GTA, les choses comme ça. Il y a les échecs. Merci Queen Gambit. Il y a les slots aussi qui font plus de monde. Alors, cette place du poker comme ça, hors du top 25, d'après vous, est-ce que c'est logique? On démarre par Cappadoc. Bah, j'ai envie de dire oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, le poker, c'est déjà... c'est pas autant réputé que tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que pour qu'un stream soit beaucoup regardé, il faut qu'il soit aussi pratiqué par beaucoup de monde. La communauté poker, alors certes, il y a des pratiquants, mais il y en a pas non plus autant que des pratiquants de jeux vidéo. Même la roulette, enfin pas la roulette, mais les machines à sous, par exemple, c'est quelque chose que la plupart des gens, quand ils vont dans un casino, ils vont jouer aux machines à sous, ils vont pas jouer au poker. Donc, au final, j'ai l'impression que ça suit un petit peu les événements de la vie. Ouais. Je pense pas que ce soit dû aux personnes qui présentent ou au jeu en lui-même. Hein. C'est tout simplement que le monde est un petit peu plus petit que les autres mondes, tout simplement. Ok. Juanito? Effectivement, si tu parles du nombre de viewers, bah, comme disait Nicolas, déjà c'est un marché de niche, donc forcément, et on peut regarder le poker, les échecs, on peut faire un parallèle qui est pareil, un marché de niche. S'il n'y avait pas la hype autour de la série, les échecs par exemple étaient en dessous. On peut expliquer ça aussi parce qu'il n'y a pas de très gros noms, il n'y a pas de très gros streamers qui streament régulièrement cette catégorie. Il y a eu des Domingo, des Xari, etc. qui ont amené du monde, mais c'est trop peu régulier, c'est une fois par trimestre et encore. Du coup, ça hype un peu pendant la semaine, mais ça s'arrête là. Et aussi, les très gros streamers, enfin les plus gros streamers Poker FR, alors c'est un peu moins vrai en EU et même dans le monde, quoi, avec les X-Values, etc. Mais je connais un peu moins les stats. Les streamers Poker FR aujourd'hui streament depuis 4-5 ans, grand max, contrairement aux streamers jeux vidéo FR qui sont là depuis qu'il y a Twitch, depuis plus de 10 ans. Et du coup, les communautés sont déjà beaucoup plus grosses, beaucoup plus enclins à regarder, peu importe ce que va streamer le poker, le streamer, il y aura du monde. Et du coup, je pense que c'est aussi une question de temps. Il y a de plus en plus de streamers FR poker, certes, mais les plus anciens ne sont pas là depuis longtemps. Donc je pense que ça ne va faire que grossir petit à petit. Il fronce les sourcils, il a pas l'air d'accord. C'est Blanco Damite. Non mais en fait c'est pas ça, je pense que c'est juste, les deux l'ont dit, c'est juste, je pense que c'est une question de population, quoi. Genre je vais donner un exemple, mais cet été il y avait un streamer, c'est un streamer allemand qui stream pas du tout du poker, qui est un streamer global qui s'appelle Knossi. Les germanophones m'excuseront pour ma prononciation, mais en gros, 2-3 jours avant, il y avait Lex Veldhuis pendant les W Cup qui a battu le record de Twitch. Il avait fait genre 90 000 viewers, il était en TF d'un 10K ou un truc comme ça. Et quelques jours après, donc il y a ce mec-là, l'allemand, là, qui a lancé son stream. Et il avait un stream où tout simplement, en fait, il était avec un viewer historique de sa chaîne. Et les deux avaient été invités par PokerStars à jouer un event. Et ils se sont retrouvés à faire TF, donc son pote quoi, s'est retrouvé à faire TF. Et lui, là, Knossi, le streamer, il commentait. Et c'est complètement parti, c'est monté à quasiment 100 000 viewers et le record a explosé. Mais ça, c'était le record historique donc, de Twitch pour le poker. Ça représente que 100 000 personnes. Faut savoir que genre un dimanche sur PokerStars.com ou sur GG, les plus grosses affluences de la room, ça va être genre 130 ou 150 000 joueurs.
Enfin, quand ça arrive, c'est incroyable, quoi. Les sites crashent, etc. On parle de 150 000 personnes. Enfin, on va sur n'importe quel jeu vidéo, ça fait 100 000 personnes n'importe quand. Donc en fait, c'est juste ça, c'est juste le nombre de gens que ça peut toucher. Et le poker dans le monde, ça touche pas grand monde, quoi. Donc je pense que c'est juste pour ça, quoi. Mathieu? Ouais, je rejoins ce qu'ils ont dit. S'il n'y a pas débat, en vrai, c'est tout à fait normal. Et parce que c'est un milieu de niche et voilà, le poker c'est tout récent, il n'y a pas eu de grosses têtes, il n'y a pas eu de têtes affluentes et pas assez en fait. Alors que dans tous les autres jeux, ben, t'as des gars qui sont là, t'as des gens qui sont trop. Dans chaque jeu en fait qui est dans le top 25, t'as au moins tout le temps une dizaine de mecs qui font 6K viewers de plus, tu vois, en moyenne tout le temps. Donc du coup, tu cumules tout ça en moyenne. Ensuite, le jeu il est sorti depuis plus longtemps que le poker en soi, parce qu'il n'y a pas autant de viewers en soi, mais par contre, c'est en devenir. Pourquoi pas le poker dans 5 ans, tu vois, peut-être ça gagnera sûrement quelques places parce qu'il y aura le poker reviendra sûrement plus à la mode, mais plus pour comme un jeu récréatif. Donc du coup, ça reviendra avec justement le dernier débat. C'est justement ces gars-là qui vont redorer le blason entre guillemets, qui vont ramener du monde dans le milieu du poker dans le futur, quoi. Ok, Cortex pour conclure. Ouais, bah, je trouve ça logique parce qu'évidemment, le poker, on est sur un microcosme. Hein. Bon, je sais, j'aime bien utiliser des mots compliqués. Et aussi, le truc, c'est qu'il n'y a pas encore eu de vraie démocratisation du poker. Souvent, je trouve que le poker souffre encore d'une mauvaise image auprès du grand public. Ça, c'est sûr. On a souvent tendance encore à associer le poker avec l'endettement, l'addiction au jeu, les parties clandestines dans les arrière-salles enfumées. Alors qu'au final, c'est juste une erreur de perception du grand public parce qu'on le voit hein, sur les 10 dernières années. D'ailleurs, la discipline s'est vachement professionnalisée. Donc déjà, voilà, ça, c'est un point. Et aussi, bah, c'est très récent de streamer du poker. Comme l'avait dit Juanito, ça fait peut-être 5-6 ans qu'on commence à avoir des streamers poker. Donc moi, ma vision par rapport à ça, c'est qu'il va falloir continuer à être persévérant, continuer à montrer une bonne image de ce qu'est la vie de joueur pro, la vie de streamer pro sur Twitch. Et moi, je serais pas du tout étonné que dans les années à venir, on retrouve le poker dans le top 25 des audiences de Twitch. Et d'ailleurs, ce serait vraiment top si ça se passe comme ça. Et je pense crois qu'il y était pendant le confinement. Oui, il a fait top 17, non, un truc comme ça. Ouais, mais bon. C'est normal, parce qu'il y avait beaucoup plus de gens qui jouaient. Du coup, c'est vrai qu'on l'a constaté pendant le confinement, c'était phénoménal. Les audiences, on avait vraiment une explosion des audiences sur Twitch. Donc ça va de mieux en mieux. Et d'ailleurs, pour revenir sur le côté démocratisation, c'est de plus en plus mis en avant parce qu'on voit notamment qu'il y a des rooms de poker maintenant qui font déjà de la publicité à la télé, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a 10-15 ans. Et on a des rooms de poker aussi qui vont sponsoriser des équipes sportives. Donc les choses commencent à rentrer dans l'ordre petit à petit et je pense que le poker a encore de très beaux jours à venir devant lui. Alors je peux non mais sur un truc, madame, s'il te plaît. Ma petite Flo, tu fais ce que tu veux. Ok. Je voulais juste dire un truc en plus. Pour moi, c'est aussi une histoire de convertir. En fait, pourquoi, par exemple, les slots, ça marche beaucoup mieux que le poker? Parce qu'en soi, c'est pareil, quoi. C'est un truc un peu pas de niche, mais c'est pas... pourquoi ce serait plus divertissant? Pourquoi ça a explosé en très peu de temps? Mais en fait, pour moi, c'est justement pour ça, c'est une histoire de convertir. C'est-à-dire que, en fait, n'importe qui peut, une machine à sous, il y a juste à cliquer sur un bouton. Il n'y a pas besoin de compétences particulières pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que, on va le redire à chaque fois, le casino est gagnant sur le long terme. Donc, de toute façon, c'est soit tu chattes, soit tu as de la chance, tu vas gagner un gros truc, tu vas appuyer sur un bouton et voilà. Et les gens sont un peu fascinés par le côté, en jouant 5 balles, on peut gagner vraiment énormément. Alors qu'au poker, les gens qui vont s'y intéresser, peut-être des nouvelles personnes qui vont s'y intéresser comme ça, en fait, elles vont rapidement se rendre compte que déjà, si on joue 5 €, on ne peut pas gagner 100 000 €, à part sur peut-être un tournoi dans l'année, sur un Winamax Series, un truc comme ça. Mais sinon, voilà, quand on joue 5 € sur un petit tournoi normal, au mieux, on va gagner 500 balles, quoi. Imaginons, je dis comme ça. Donc déjà, il y a le côté, c'est pas les mêmes gains
en termes d'argent. Donc, ça fait peut-être moins rêver pour les gens qui n'y connaissent rien. Quand tu vas sur Twitch, tu ne connais pas. Si tu vois quelqu'un jouer des slots et d'un coup, il fait un gain à 100 000, ça fait sûrement plus rêver, entre guillemets, que quelqu'un qui va gagner 5 000 balles. Et en plus, il y a autre chose, c'est que du coup, on s'aperçoit aussi rapidement que pour gagner des grosses sommes au poker, c'est du travail. C'est pas genre comme ça, t'es nul, tu t'arrives, tu connais rien en poker, tu vas gagner des grosses sommes d'argent. Non, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas juste un jeu de hasard. Et du coup, quand on se rend compte de tout ça, en termes de convertir, une personne qui va regarder du poker, elle peut se mettre à jouer des petits tournois ou quoi, mais elle peut aussi rapidement abandonner parce que si elle n'a pas le niveau, si elle ne travaille pas pour être plus forte et tout, elle va jamais monter de niveau, quoi. On va jouer des petits tournois, mais c'est tout, il n'y aura pas plus. Alors que les slots, demain, tu décides de mettre 100 balles et puis t'en gagnes, t'as de la chance, tu gagnes 10 000 balles, tu peux continuer à réinvestir ton argent, etc., quoi. Donc, il y a ce côté-là aussi, je trouve, qui est dans le poker, qui est différent. Et c'est pour ça que moi, je suis pas forcément d'accord avec vous. C'est que je pense que ça a une limite dans le côté, le nombre de vues que peut-être va avoir Twitch, etc. C'est qu'évidemment, ça va grossir un petit peu parce que c'est l'évolution logique, notamment via le divertissement. Mais pour convertir les gens et les faire jouer, parce que pourquoi les gens restent sur du long terme, c'est parce qu'ils vont se prendre de passion pour le jeu et donc jouer eux-mêmes. Et pour s'investir pleinement dans un jeu comme ça, qui est un jeu compliqué pour gagner vraiment, je pense que du coup, ça va avoir une limite parce que forcément, il y a plein de gens qui vont en rester juste au côté récréatif. On va jouer des petits tournois, mais on ne va jamais aller plus loin. Donc voilà. Donc je pense que contrairement aux machines à sous, par exemple, au casino en ligne, etc., ça a une limite dans ce sens-là. Mais c'est que mon avis, j'espère me tromper évidemment, mais je pense que c'est beaucoup plus dur de convertir les gens au poker. C'est beau quand elle parle. On passe au dernier débat. Quatrième et dernier débat, les amis. Alors pour vous, spectateurs qui n'êtes pas forcément familiers de Twitch, on va sortir quelques petits screenshots bien faits des maisons. Vous voyez par exemple le screenshot que j'ai pris, je crois que c'était lundi soir, oui, lundi soir il me semble bien. D'ailleurs, vous aviez quasiment tous le bon goût de streamer ce soir-là, à part évidemment Capadoc qui était parti en Ouba, on ne sait pas trop où. Et vous voyez, il est 19h30 ou 20h. Le numéro 1 de Twitch France à ce moment-là, c'est Monsieur Juanito sur sa petite chaîne. 318 viewers, on est bien. On a Winamax qui vient d'arriver. On a, puisqu'ils font l'interview avec Léandri, un nouveau joueur qui a rejoint le Stream Gang, qui est en train donc de se faire interviewer par Venstyle. Troisième, presque 230 spectateurs, nous avons Monsieur Matthews. Il est là, il est bien présent. Il vient juste à ce moment-là de se faire doubler par Winamax, mais il est prêt à casser la machine. Puis on retrouve Monsieur Cortex, quatrième, avec notre serre. Là, l'ami Sarah, PMU, puis plein d'autres. J'ai pas cité tout le monde, mais voilà, dans le top 10, vous avez Angelus, vous avez Blanco Damit qui se balade aussi dans ce petit top 10. Là, vous avez les 15. Bon, ensuite, ça descend, etc. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, une heure plus tard, apparaît, hop là, changement de graphique, et une heure plus tard apparaît donc Solari, une équipe qui n'est pas forcément dans le poker. Je pense qu'ils font une opération ce soir-là, d'ailleurs, avec Winamax, une opération promotionnelle. Et là, tout de suite, on attaque sur 3000 spectateurs, hein, donc des chiffres qui sont quand même assez énormes. Alors, pourquoi et puis ensuite, on voit Juanito passe deuxième. Voilà, il passe deuxième. Et puis après, Matthews, Winamax, Nutser, etc., etc., etc. Pourquoi je vous montre ça, messieurs, dames? Parce que aujourd'hui, il y a évidemment tous les Twitchers poker que vous connaissez. Il y a des anciens YouTubers, Kawabunga et Matt Podcast, qui sont aussi arrivés sur le Twitch. Matt qui fait régulièrement 300, 400, parfois plus. Matt, tu me diras 500 viewers peut-être. Kawa qui lui en ce moment fait des chiffres, alors pour le coup monstrueux, hein, puisque ça dépasse fréquemment les 1000, voire ça atteint, il me semble, les 2000 spectateurs. Donc là, il y a très peu de monde clairement dans le Twitch Poker qui fait ça aujourd'hui. Je pense qu'il y a Chance qui atteint les 1000. Bon, par exemple. Yo, évidemment, mais Yo étant un média plus global, hein, parce que Yo, il est aussi sur YouTube, il stream sur plein d'endroits en même temps. Oui, mais même sur Twitch, quand même. Juste sur Twitch, il fait en général autour de 1000 viewers. 1005 même, voilà. Des fois, ça peut arriver, style, par exemple, pour des choses exceptionnelles. Hein, je pense à
à Nutser quand Romain a gagné ou je sais plus, voilà, ou Ouais, quand il y a des gros deep runs. Voilà, des gros deep runs d'autres joueurs. Mais on s'aperçoit quand même que, comme pour Solari, comme pour Gotaga, qui a fait une opération spéciale avec PokerStar et qui alors, au moment où moi je regardais, était à 90 000 viewers en même temps en train de regarder du poker. Bon, il y avait Gotaga et Neymar, donc il y avait des propositions au menu, hein, mais voilà, c'est des audiences incroyables. Alors pour vous, ça justement, cette, on va dire, catégorie différente de personnes qui viennent stream du poker, des Gotaga, des Solari, ou des youtubeurs qui sont aujourd'hui venus faire du poker, parce que Matt ou Kawa aujourd'hui, ils sont complètement intégrés au milieu du poker. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur moyen d'attirer de nouveaux spectateurs? Juanito, c'est toi qui démarre. Bah moi, clairement, et que ce soit du poker ou peu importe, le streaming en général, c'est le meilleur moyen pour moi, pour une room, de faire sa pub. On a des clients hyper ciblés. En plus, là, des joueurs de jeux vidéo qui vont sûrement être compétiteurs, donc vont coller à ce qu'ont besoin les joueurs de poker en général. Ça va les attirer. On fait souvent des parallèles d'ailleurs entre les jeux vidéo et le poker. Et en plus, les communautés que tu viens de citer là, en plus, c'est des communautés qui ont l'âge de jouer. Donc, tu peux facilement les fidéliser. Surtout s'ils peuvent tomber sur la table de Gotaga, qui est leur streamer préféré, etc., bah, c'est Snap en fait. Donc, bien sûr, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Pour revenir sur Gotaga aussi, à mon avis, on peut attirer aussi les streamers parce que c'est important d'attirer les viewers, mais il faut aussi attirer les streamers sur ce jeu qui est merveilleux. Mais il faut que les rooms arrivent à proposer des contenus qui les intéressent et du coup qu'ils aient envie de streamer du poker. Typiquement, à mon avis, offrir un ticket 1K à Gotaga qui ne sait pas trop ce qu'il fait là et qui joue pendant une demi-heure en discutant avec ses potes, à mon avis, ce n'est pas la meilleure façon de faire la promo d'une room. Mais bon, comme on le sait, au vu des chiffres, etc., en termes de vues, etc., ça reste une bonne opération. Tu veux dire, c'est pas la meilleure moyen de faire la promotion d'une room ou c'est pas la meilleure moyen de faire la promotion du jeu? Ça se complète si tu vends bien le jeu, tu vends bien la room qui est accrochée au streamer. Pour moi, ça se complète. Blanco. Bah écoute, non, moi je trouve que c'est super positif. Pour le coup, je suis pas trop les jeux vidéo, donc bah, Gotaga notamment, moi j'ai plein de potes qui. Enfin, en fait, c'est là où tu peux voir la puissance du truc, c'est que moi j'ai énormément de potes qui sont venus me demander si moi j'allais jouer ce tournoi là en question là, à 1000 euros. Parce qu'ils savaient que Gotaga allait le jouer, et c'est des gars qui sont pas du tout dans le poker, quoi. Donc en fait, le bruit que ça fait est incroyable, et pour le coup, bah, je trouve ça vachement positif pour l'écosystème poker, puisque ça va rapporter, enfin ça va amener beaucoup de entre guillemets de 109, quoi, beaucoup de monde. Ça va, je pense aussi, renouveler un peu l'intérêt que les gens ont pour ce jeu-là. Parce que nous, on adore ce jeu parce qu'on est à fond dedans, mais enfin, il y a plein de gens qui connaissent pas encore le jeu. Comme je rebondis sur un truc que disait Cortex tout à l'heure par rapport à l'image que le poker a, qui est pour le coup encore une image trop mauvaise à mon avis aujourd'hui. Bah, des opérations comme ça peut justement aider à démocratiser plus le jeu, etc. Et ouais, je trouve ça bien, quoi. Capadoc. C'est sûr et certain que d'avoir des personnes comme ça qui sont quand même suivies, enfin Gotaga, ça m'arrive parfois de regarder son stream, ça navigue quand même aux alentours de 40 000, 50 000 d'habitude si je me trompe pas. Avoir quelqu'un comme ça qui passe sur ta room, ça va forcément attirer des spectateurs et des joueurs, donc c'est un gros plus de l'avoir. Moi personnellement, je regarde un tout petit peu de streaming jeux vidéo, notamment Among Us parce que j'aime bien le jeu. Si demain tu me dis qu'il y a un petit Skyheart qui va jouer au poker, bah je vais le suivre à fond dessus de la même manière en fait. Mais il me tarde d'avoir JDG qui joue au poker, mais ça n'arrivera pas. Ouais, t'as JDG, t'as DFG, enfin il y en a plein, mais tous ces joueurs-là, moi si demain je les vois dessus, j'ai commencé à regarder un petit peu aussi. Donc je me dis moi je suis joueur de poker, mais quelqu'un qui n'est pas joueur de poker, ça va certainement l'intéresser de la même manière. Donc pour les rooms, c'est un investissement hein, parce que ça doit coûter quand même bonbon, on va dire, mais c'est un investissement qui risque d'être rentabilisé sur moyen terme assez facilement, je pense quand même. Mathieu.
Oui, c'est clairement, je rejoins tout le monde et je rajouterais même que déjà ce sont les meilleures personnes parce que dans le streaming, ce sont les plus grosses têtes en soi qui ont été prises. C'est-à-dire ce sont des mecs qui font des centaines de milliers de vues, donc du coup ce sont les meilleures personnes à choisir déjà dans le streaming, dans le milieu du streaming, parce que bien ensuite on pourrait le prendre peut-être avec des personnages publics, ça marcherait peut-être encore mieux et encore on sait même pas. Faudrait prendre un président qui joue sur PokerStar pour que ça pète encore plus par exemple. Donc déjà, il y a ça. Si Macron se met à jouer tout de suite sur PokerStar, il va avoir des problèmes franchement, ça pourrait faire un buzz phénoménal. Et en plus, le truc, c'est que ça commercialise encore plus le poker et ça le dénigre encore moins qu'avant. On aura une mauvaise image de ça sur le long terme. Donc du coup, bien sûr, ça va ramener de nouvelles personnes qui avaient des a priori avant, vont avoir une meilleure opinion maintenant du poker actuel. Donc du coup, ça va changer radicalement. Aussi, ça va faire un effet boule de neige avec d'autres streamers, dans le sens où en fait ils vont même pas forcément streamer, mais les streamers entre eux jouent entre eux, ils vont faire des sortes de parties privées. Donc du coup, si Gotaga il dit bon les gars, je vous invite tous ces potes streamers vont streamer en plus, parce que chaque streamer, comme je dis sur un autre jeu, par exemple quand il joue à Among Us, Skyheart, Gotaga et compagnie, mais en fait tout le monde stream sur sa propre chaîne, même le même jeu. Donc du coup, ça va être pareil avec le poker, ça va faire un effet boule de neige. Si Gotaga il dit bon les gars, ça vous dit on fait une soirée privée sur PokerStar, il invite tous les plus gros, donc du coup ça fera pas 40 000, ça fera plus de 300 000 cumulés en fait en soi. Avec les autres streamers qui streameront aussi du poker indirectement, eux ils seront pas sur la room, mais ils vont indirectement influencer aussi ces viewers là. Donc en gros ça va faire qu'un effet boule de neige par rapport à ça. Et sinon je crois qu'il y a rien d'autre à dire. Ça peut que ramener du 109 comme dit Mika, et non, c'est très bien. Cortex. Ouais, moi je trouve ça, je rejoins tout le monde, hein, je trouve ça très positif pour le poker. D'ailleurs, si je dois reprendre des chiffres, si on compare YoViral, qui est le numéro 1 SR en Twitch Poker, Gotaga, c'est 40 fois plus d'audience. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec de nouveaux spectateurs qui sont passionnés de e-sport, et on le sait, l'e-sport a bien plus de succès sur Twitch que le poker actuellement. Du coup, on va avoir un nouveau public qui va découvrir un jeu qu'il connaît pas forcément encore et qui peut être pris de passion comme nous on l'est par le poker. Après, moi, la seule petite crainte que j'ai par rapport à ça, c'est si les viewers restent fidèles à leur streamer. Là, en l'occurrence, on parle de Gotaga ou de la Team Solari, et ne viendraient pas forcément découvrir nous, joueurs pro poker spécialisés là-dedans. Donc ça, c'est la petite crainte que j'ai. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une très bonne chose pour le jeu qu'on aime tant. Il y a une mouvance qui se dessine. Hein. On a vu là, par exemple, PokerStar, qui est en train de virer, ou en tout cas arrêter, on va dire ça comme ça, les contrats de beaucoup de leurs team pro. Ils en avaient déjà beaucoup moins qu'avant, d'ailleurs. Pas du tout, non, justement là on part, on décrédibilise l'image justement en ramenant des influenceurs et en virant des gens qui sont réellement dans le métier, qui ont du niveau et qui montrent fièrement en fait l'image de la room, et on ramène des gens qui n'en ont rien à foutre, qui viennent peut-être... Non, rien à foutre dans le sens, ils viennent pour l'argent, etc. Et au final, sûrement, enfin je sais pas, hein, je me doute qu'il y a l'argent en jeu, et qu'au final ça va jouer par dépit, et au final on va virer les gens qui se donnent à fond pour la room, qui essaient de montrer la meilleure image, essaient d'ameuter certaines personnes, et surtout que ce sont les grands chefs de base, techniquement parlant, qui ont sûrement... qui ont donné justement de la motivation à certains des joueurs en question, enfin des joueurs récréatifs ou autres. Et en fait, je trouve que c'est un peu dommage pour moi, ça nuit pas forcément l'image, mais ça nuit l'image de virer des personnes qui sont là depuis longtemps. C'est comme si on virait les anciens pour ramener en fait du 109, mais en fait qui sont 109 qui est là juste par dépit en soi, et qui vient juste pour l'argent en fait. C'est donc juste la fame, et je trouve c'est un peu dommage de gâcher ça, quoi. Je peux rebondir à ça, Loïc? Avec plaisir. Juste du coup, par rapport revenir un tout petit peu sur la question d'avant et rebondir par rapport à ça. Ce que dit Mathieu est intéressant dans le sens où, en fait, c'est juste une question de stratégie de communication. C'est-à-dire que nous tous, enfin vous autour de cet écran, vous êtes des joueurs de poker professionnels. Donc évidemment que pour vous, c'est important qu'il y ait une certaine reconnaissance des joueurs pros, etc. Maintenant, pour une room,
ils s'en fichent un peu d'avoir des joueurs pros à sponsoriser. L'important pour eux, c'est quoi? L'important pour eux, c'est d'avoir une conversion. Encore une fois, je reviens sur ce mot parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire d'avoir des gens qui vont pouvoir représenter la room et leur amener de nouvelles personnes pour la création de comptes. L'important, c'est pas qu'ils aient le meilleur joueur du monde qui va peut-être leur ramener des titres. Alors, Winamax, ils sont dans une stratégie et Party Poker notamment, ils sont un peu dans une stratégie différente parce qu'ils veulent avoir une bonne image aussi par rapport à ça et donc avoir une équipe performante qui va être capable de gagner des choses et donc d'être reconnus comme des gens forts. Mais il y a plein d'autres rooms et PokerStars en fait partie. Du coup, leur intérêt à eux, c'est juste d'avoir de nouvelles personnes qui viennent au poker. Et et demain, on leur dit, voilà, le meilleur joueur du monde, Alex Foxen, ouais, imaginons, vous avez Alex Foxen sponsorisé, il va vous ramener combien de nouvelles personnes en vrai? Zéro. Alors que si demain, ils ont Neymar, là, il va leur ramener plein de nouvelles personnes. Alors qu'il est sûrement pas très fort et qu'il ne joue pas beaucoup au poker. Et pourtant, il joue quand même beaucoup au poker. Pour le coup, c'est un contre-exemple. Mais voilà, l'important pour les rooms, c'est ça. Voilà, l'important pour les rooms, c'est ça. C'est pas l'image au final de est-ce qu'on a les meilleurs joueurs. C'est juste, on veut plus de gens et on veut des nouvelles personnes. Donc, du coup, pour ça, il faut des influenceurs. Moi, le bémol que je mettrais, et c'est marrant, Mathieu, que tu aies parlé de ça au début, peut-être que vous ne savez pas, mais on a quand même eu un ministre de l'Intérieur qui a été joueur pro de poker. Christophe Castaner, qui a été ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron pendant plusieurs années et qui n'a rien caché de son passé de joueur pro de poker. Il a gagné sa vie. Il a été comme vous, joueur pro de poker online au début du marché, dans sa jeunesse, entre guillemets. Et est-ce que quelqu'un en a entendu parler? Non, il ne l'a pas caché, mais tout le monde s'en fichait un peu, quoi. C'est pas. Alors, on n'a pas dit, ça a plutôt été au final pas décrié, mais ça a pu lui donner. Ça l'a pas servi, a priori. Voilà, ça l'a pas forcément. Ça l'a pas servi. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il a fait ça dans sa jeunesse pour gagner sa vie. Bon, c'est pas ouf. Donc, et pourtant, il a assumé, il a dit les choses et tout. Ça a évidemment pas fait. Pourtant, on avait quelqu'un dans un poste à haute responsabilité d'État. Ça a évidemment rien changé sur le poker. Ça a d'ailleurs pas non plus amené de nouvelles législations ou ce genre de choses, alors qu'il avait tout un passé et une expérience possible pour le faire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que là où je suis pas forcément d'accord du coup avec vous, c'est que oui, c'est bien d'avoir un influenceur qui fait plein de vues et qui ramène plein de nouvelles personnes, mais le problème, c'est toujours la même chose, c'est que ces gens-là, ils vont faire une opération de promo, 2, 3 maximum. Mais est-ce que demain, Gotaga va mettre dans son planning de streaming tous les vendredis, je joue au poker? Ben non. Et c'est ça qui vraiment fidéliserait les gens et ramènerait beaucoup de nouvelles personnes. Parce qu'une OP, c'est bien. Les gens, ils vont voir un truc, il joue avec Neymar, nice et tout, ils vont jouer une soirée et c'est tout. Mais si Gotaga, il se met à streamer tous les jeudis pour PokerStars, par exemple, comme tu disais, Cortex, sur des chaînes autres, pas juste sa chaîne à lui, mais sur la chaîne de PokerStars, par exemple, voilà. Là, ça fidéliserait les gens, là, ça créerait une nouvelle communauté qui va le suivre, qui va se mettre à jouer régulièrement au poker et non pas juste sur une OP. Et c'est là où je pense, c'est le problème, c'est que je pense que c'est très cher pour faire ça, évidemment. Et c'est là où on manque un peu cruellement d'influenceurs qui aiment vraiment le poker, parce que ça, ce serait le coup de génie. Si une room arrive à mettre ça en place, de prendre un influenceur qui kiffe vraiment poker et qui, toutes les semaines, va streamer du poker, mais là, c'est jackpot. Là, ce serait vraiment le vrai coup de génie. Et ça, je pense que ça manque encore... que ce soit en France ou dans le monde, parce que pour l'instant, la seule chose que vont pouvoir faire les rooms, c'est juste des OP individuels, une fois de temps en temps, mais c'est tout. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, Florence, tu as tout à fait raison, mais c'est aussi une question de facilité, parce que pour une room, c'est hyper facile de savoir le nombre de comptes créés, le nombre d'affiliations, etc. Par contre, dire aujourd'hui, Mathieu, Juanito, peu importe qui, a streamé et a fait jouer, en gros, si je streamais pas, un tel aurait peut-être pas joué autant de tables ou un tel n'aurait pas ouvert le site. Ça, tu peux pas le savoir. Alors, on pourrait le savoir. Tu penses que vous avez une influence sur les gens qui sont aussi en train de jouer, qui n'ont pas forcément d'ouverture qui vont pas ouvrir, mais qui sont en train de jouer à l'instant T parce que vous êtes aussi là, quoi. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Okay. C'est pas traçable, enfin c'est traçable, mais au-delà ça devient plus très légal. C'est compliqué. Et ça, c'est des chiffres qu'on n'a pas. Et nous, en tant qu'effectivement streamer poker, c'est assez compliqué aussi du coup de se vendre au room parce qu'on n'a pas ces chiffres. Moi, tous ceux qui me regardent jouent déjà au poker, ont déjà un compte. Alors
oui, je vais peut-être en fidéliser un ou deux, il y aura peut-être une ou deux créations de comptes, mais ils jouent déjà au poker. Par contre, je vais peut-être les faire jouer plus en faisant des tournois privés, etc. Et ça, les rooms, j'ai l'impression, commencent à s'en rendre compte, mais ça a été… les streamers ont dû se battre justement pour vendre ce côté-là. Capadoc? Ouais, moi, c'est cette question de fidélisation, en fait, que je trouve importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Florence, elle a un petit peu tout expliqué. Un Gotaga, s'il venait à streamer une fois par semaine, PokerStars, demain, ce serait la plus grosse room de France. Enfin, ce serait vraiment exceptionnel ce qui se passerait. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les résultats, ils ont fonctionné comment? Winamax, aujourd'hui, c'est le site référentiel en France de poker. Ils ont une communauté de une dizaine de joueurs pros. Ils intègrent un joueur pro chaque année en plus avec la Top Shark. Tous ces joueurs-là font des articles sur Winamax, font des dans la tête d'un pro. Il y a un suivi régulier, ce qui fait que en fait, les joueurs qui sont dessus ont envie de rester sur la room et ils passent du temps, jouent plus d'argent que sur d'autres rooms. Ce qui n'est pas le cas chez PokerStars. Si on prend un petit exemple aussi, PMU. Alors j'ai pas les chiffres après, hein, mais bon, dans ma tête, je pense que ça doit être ça. PMU, quand YoViral a été team pro chez PMU, j'imagine qu'il y a certainement eu une augmentation aussi du nombre de comptes créés, on va dire du panier moyen. J'aime pas le terme panier moyen parce que le panier moyen au poker c'est pas terrible quand même, mais je pense quand même voilà, il y a une augmentation du panier moyen chez les joueurs, c'est important. Et ça, si ces têtes d'affiche donc Gotaga, Solaris et de futurs autres le font pas, je pense que l'opération elle va être cool sur un jour, sur des créations de comptes, mais que ça va pas leur apporter grand chose au final. Ok, Blanco. Non, moi je suis assez d'accord. Enfin, encore une fois, c'est vrai que Florence a un peu tout dit, mais moi je trouve qu'il y a juste un truc qui est dommage. Là, je me mets du côté vis-à-vis des rooms. Tu parlais de PokerStars qui résilie tous ces team pro, etc. Moi, j'ai vu passer un article le jour là qu'apparemment ils vont arrêter avec Chris Moneymaker aussi. C'est terminé, ouais. Alors, son contrat est terminé après 17 ans, je crois. Puis c'est vraiment le moi, mec je trouve... emblématique de… Moi, je trouve ce genre de truc, c'est un peu triste, quoi. Tu vois, genre, alors, je comprends qu'ils changent complètement de stratégie parce que ça va leur apporter du monde, etc. Mais je trouve quand même qu'à la base, faut pas qu'ils oublient que c'est un site de poker. Après, on sait très bien, faut pas être naïf. Enfin, PokerStars, c'est rien. Ça appartient à un groupe énorme qui gère énormément d'actifs. Et si ça leur apporte pas tant par année, ils en ont rien à foutre de ce que c'est. Tu vois, donc en fait, ils vont prendre des décisions d'un point de vue purement business. Et les gens qui au final, donc comme moi par exemple, moi j'ai vu Chris Moneymaker, il était plus chez PokerStars. Moi je trouve quand même c'est un truc quoi dans le poker. Mais enfin, va parler de ça à quelqu'un dans la rue, il en aura rien à faire quoi. Donc genre. Mais je trouve juste ça dommage que les rooms gardent pas. Pour le coup, Wina, je trouve, ils devraient peut-être plus se pencher justement pour apporter plus de gens. Après, ils ont leur système de whip, mais c'est pas vraiment comparable. Mais je trouve quand même que les rooms devraient avoir des pros qui les représentent. Enfin, quand Neclano avait arrêté avec PS aussi, je trouve, enfin, ça m'avait vraiment étonné personnellement. Mais voilà. C'est des stratégies, comme tu dis, Mika. C'est une stratégie qui, par exemple, n'a pas du tout pris Party Poker, qui au moment où vraiment partypoker.com a grandi énormément, ils ont vraiment fait le choix de prendre les meilleurs joueurs, quoi. Vraiment, ils ont récupéré. Mais pour le coup, ouais, j'avoue, mais ce qui est marrant, ouais, je te coupe, désolé, mais ce qui est marrant, c'est de voir pour Party, parce que pour le coup, ils ont un nombre de team pro et de très très forts joueurs qui est incroyable, mais au final, la room, elle marche pas, tu vois. Alors ça, c'est drôle, parce que jusqu'à il y a quelques semaines, ils ont refait leur grille, donc il y a un peu plus de fréquentation, etc. Mais pendant le confinement, là où GG a explosé, Party se sont fait massacrer. Genre la room à la fin, enfin, c'est limite si elle arrêtait quoi. Enfin, je veux dire, il n'y avait plus personne, les garanties étaient ridicules, etc. Et c'était quasiment pareil sur PokerStars d'ailleurs, mais PokerStars sont en train de réagir aussi. Mais oui, au final, ça confirme bien ça, c'est qu'ils ont beau aligner les joueurs connus dans le poker, etc. Au final, ça rapporte pas plus de monde sur leur table, quoi. Donc, pour Party EPS, là, quand tu dis que ça s'était effondré, c'est pas quoi.com là aussi, Blanco? Ouais, pour le .com, ouais, party.com pendant le confinement, c'était désastreux. Là, je te dis, ils ont refait leur grille, donc là, il y a un peu plus de monde qui revient, mais c'est vraiment pas ça. Et une room, par exemple, comme GG qui a explosé, pour le coup, la stratégie de GG, c'est marrant parce que eux, ils font une room qui est vraiment destinée, entre guillemets, aux joueurs récréatifs, quoi. Et pour le coup, même les joueurs professionnels, enfin, moi je parle pour moi, mais on s'éclate à jouer dessus, quoi. Genre, tout ce qu'il y a à faire dessus, enfin, c'est trop bien, quoi. Déjà, la grille est super bien, et en plus, le soft est génial, etc. Donc,
Voilà. Ils ont trouvé un compromis qui est à la fois de faire quelque chose de fun pour les récréatifs et aussi de faire des énormes prize pools et des gros tournois un peu chers pour les règles plus voilà, pro, Plus règles. qui jouent plus cher, quoi, surtout. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une partie des gens, il y avait une partie des règles high stakes qui jouaient sur Partycom, qui se sont pas mal aussi déplacés vers GG. GG est devenu leur room principal, c'est le cas d'énormément de joueurs qu'on connaît à STX, et du coup qui ont peut-être délaissé un peu plus Party, qui ont gardé Party juste pour les plus gros prize pools, etc., mais peut-être moins de tables. C'est sûr que ça a été le boom de GG Poker a un petit peu fait du mal mal aux autres, quoi. Ouais. Cortex, pour conclure. Ouais, ça va être dur de compléter puisqu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Ouais, moi je pense que c'est avant tout une question de stratégie. Si on fait le parallèle entre Winamax ou PokerStars, on n'est pas du tout sur le même type de stratégie. Winamax a décidé de mettre en avant des joueurs professionnels ou de haut niveau, alors que PokerStars, ils sont plus sur une démarche de qu'est-ce qui va apporter plus de retombées, qu'est-ce qui va nous apporter au final plus d'argent, quoi. Donc on n'est pas du tout sur la même stratégie, sur la même volonté de la part des rooms. Et moi je vais vraiment rejoindre ce que disait Blanco juste avant, c'est que je trouve ça vraiment dommage toutes ces suppressions de contrats avec des joueurs pros. Moi je trouve ça important quand même pour le stream poker de continuer à préserver cet environnement de joueurs professionnels. Et ça c'est un petit peu dommage, mais après comme je le disais juste avant, c'est qu'une question de stratégie, on peut pas tellement leur en vouloir, quoi. Ça, c'est des choses qui se passent en haut des sociétés, quoi. Eh bien, écoutez, les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir tous participé à ce Poker Débat. C'était passionnant. Alors, bien sûr, vous retrouvez toutes leurs chaînes ci-dessous en description. On fait un énorme bisou, évidemment, à Yo, à Kawa, Chance, à Roman Osman. Et puis, il y a plein d'autres gens que j'essaie de vous présenter. Vous pouvez aller voir. Il y a Ben Pollack, monsieur Benjamin Pollack, qui d'ailleurs stream de temps à autre sur la chaîne Party. On pense à Taf Ton Poc, on pense à tous ceux que je vais oublier, mais à qui je fais des bisous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain Poker Débat. Passez un excellent mois de janvier. Préparez les pattes, on va se faire reconfiner. Ciao, 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 ciao.